Bonsoir à tous, on va commencer. Ce soir, on va faire un meet-up sur l'éco-conception. On va voir si WordPress est green ou pas. Donc on va voir le côté sombre d'Internet, est-ce que ça pollue, oui ou non. Et donc mon idée, moi, c'est faire un focus sur ce côté sombre de la pollution en Internet. C'est surtout de le mettre en lumière pour qu'on puisse en avoir conscience et donc trouver des leviers pour pouvoir faire en sorte que WordPress, ou de manière générale, le numérique pollue moins. Donc c'est ça mon idée de ce soir. Alors moi je suis Romain Petiot, je suis donc fondateur de I Have a Green, ça c'est assez récent. C'est mon idée de vouloir mettre le focus sur plus de green dans mon activité. Et je suis également président du Green Code Lab, qui est une association qui fait la promotion de l'éco-conception numérique, principalement à Nantes, mais surtout l'Hexagone. Quand on parle bilan environnemental, rapidement, on va parler d'analyse du cycle de vie, l'ACV, dans le sens où un site WordPress, en tant que tel, ça ne pollue pas. C'est le support, le serveur, les smartphones, c'est là-dessus qu'il va y avoir une pollution. Le site web en tant que tel, il ne pollue pas. Et donc l'analyse du cycle de vie, c'est l'ensemble du cycle de vie, à partir de la fabrication, par exemple de vos smartphones. Là je vous vois tous avec vos smartphones, il faut bien les fabriquer, donc ça a un impact environnemental. La phase d'utilisation, souvent vous rechargez vos smartphones, donc la consommation d'électricité, ça c'est un phénomène qui est bien connu maintenant. Et également son recyclage, donc la fin de vie, comment est-ce qu'on gère la fin de vie du matériel qui nous permet d'avoir Internet. Et donc ce sont surtout le support qui pollue et pas le site Internet en tant que tel qui a un impact environnemental. Alors avant de commencer véritablement, petit cours d'anatomie d'Internet. Internet, donc il y a trois parties. La partie data center, donc là où il y a tous les serveurs. Donc ce sont vraiment des fermes de serveurs où il y a des dizaines de milliers de serveurs à l'intérieur. Où donc il y a des problématiques pour les refroidir, etc. On dit souvent que c'est énergivore et mon intervention ce soir, c'est de faire le focus justement qu'il n'y a pas que ce côté énergivore des data centers qu'il faut prendre en compte. Il y a d'autres problématiques qui sont plus importantes encore aujourd'hui. C'était vrai il y a quelques années et maintenant c'est vraiment lié à la fabrication, je vais vous en parler juste après. Les réseaux, ensuite, le réseau, donc c'est le tuyau qui sort du data center, qui ensuite va aller jusqu'au terminal. Donc ça passe par beaucoup de fibres optiques, beaucoup de câbles sous-marins, des satellites parfois. Il y a également toute la connexion 3G, la connexion 4G, il y a également vos box Internet. Les box Internet en France, c'est 1% de la consommation d'électricité. Toutes les box Internet. Donc le réseau a un impact majeur sur la consommation d'électricité, également sur la fabrication, parce que tout ça, ça repose sur du matériel. Il y a tous les câbles, bien sûr, mais il y a aussi tous les switches, les routeurs, etc. Et les terminaux, pour finir. Donc ça, ce sont vos smartphones, les ordinateurs, les tablettes, mais également les montres connectées. Aujourd'hui, tout devient connecté. Il y a des frigos connectés. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir encore, mais il y a plein d'idées comme ça qui sortent où tout devient connecté et tout ça va avoir un impact majeur sur Internet et donc sur la pollution. Alors voici, ça c'est un tableau de greenIT.fr. Ils ont modélisé Internet et tous les impacts de manière assez globale. Donc à gauche il y a les terminaux, au milieu il y a le réseau, à droite les data centers. Et ça permet de voir qu'il n'y a pas que la consommation d'énergie, il y a aussi GES, c'est gaz à effet de serre, c'est principalement du CO2. Les ressources, ça ce sont les différents minerais, enfin tous les éléments qui vont servir à fabriquer le matériel. Les déchets, comment est-ce qu'on gère les déchets par la suite. Et l'eau, parce qu'on gaspille beaucoup d'eau à fabriquer du matériel. L'eau, par exemple, sur une centrale nucléaire, c'est sert à refroidir la centrale. Et donc ça c'est de l'eau qui va s'évaporer, c'est de l'eau qui n'est plus utilisable par la suite. Et donc on voit majoritairement c'est au niveau du terminal et des terminaux donc qu'il y a des problématiques environnementaux. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'électricité et sur les data centers. On voit qu'il
il y a d'autres problématiques et d'autres impacts environnementaux. Et donc moi c'est là-dessus que j'ai envie de surtout me focaliser sur la première partie de mon intervention, sur ces extractions de matières premières pour pouvoir fabriquer les différents vos smartphones par exemple. Et pour un smartphone, il faut 50 à 60 métaux différents, dont des terres rares. Alors les terres rares, moi je suis pas un spécialiste des terres rares, mais c'est généralement des éléments qui se terminent par ium. Voilà, un peu compliqué. Et ces terres rares, comme leur nom l'indique, elles sont rares. Et donc on va rapidement arriver en pénurie pour pouvoir fabriquer nos futurs smartphones. Dans quelques années, il risque d'avoir des conflits. Il y a déjà des conflits à cause de ces terres rares. On va y revenir un petit peu après. Donc voici une mine de terres rares. Donc on voit rapidement qu'il y a des arbres, on voit au fond, enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien d'ailleurs, mais donc une mine, ça génère de la déforestation, il y a des produits chimiques et de la consommation d'eau, parce qu'on va donc prendre toute la terre, et ensuite le but ça va être de retrouver uniquement le petit métal qui nous intéresse. Et c'est assez infime, donc il faut beaucoup de produits chimiques pour faire toute l'extraction, pour pouvoir retrouver, et donc beaucoup d'eau qu'on va venir souiller et qu'on va venir après polluer partout dans des lacs artificiels. Et tout ça, ça génère des rejets toxiques et radioactifs aussi. Donc voici par exemple Baotou, qui est donc la capitale des terres rares. Et donc il y a tout le traitement qui est fait ici, et toute l'eau ensuite est rejetée comme ça dans un effluent. Donc ça c'est hyper toxique, donc il y a tous les produits chimiques qui ont été rejetés là-dedans. Et donc ensuite ça va directement dans un lac artificiel, un lac qui est assez impressionnant. Et parfois le lac il déborde, et donc ça va dans des fleuves qui sont naturels pour le coup. Donc ça c'est en Chine. Voilà, on n'a pas une grande visibilité sur toutes ces problématiques-là. C'est assez obscur. On sait juste que la radioactivité, je vous parlais de ça tout de suite, c'est 32 fois la normale. Donc c'est assez énorme. Par exemple, Tchernobyl, actuellement, c'est 13 fois la normale. Donc c'est 2 fois plus radioactif qu'à Tchernobyl actuellement. Donc voilà, l'extraction des terres rares, c'est principalement en Chine. 97% des terres rares sont extraites depuis la Chine. Donc il n'y a pas besoin d'être expert en géopolitique pour voir que ça risque de créer des problèmes. La Chine, il pourrait très bien dire hop, moi j'arrête d'exporter les terres rares, hein. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne peut plus fabriquer de smartphones, on serait quand même bien embêté et ça créerait comme des conflits assez sérieux, je pense. Et juste sur la partie jaune, on voit qu'il y a quelques conflits aussi, enfin quelques tensions en tout cas au niveau de la Bolivie, Chili, Argentine. Ça c'est pour le lithium dans ces pays-là. Et on voit déjà que ça commence à créer des conflits aussi là-bas. Donc le lithium, ça sert à fabriquer les batteries. Ça, ce sont je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, on voyait ce tableau-là en chimie. C'est le tableau de Mendeleev. Donc toutes les parties en orange, ou plus ou moins orange, ce sont les éléments qui sont déjà en pénurie actuellement. Donc ça ne fait que commencer et on voit que ça va encore s'accentuer. Alors, ou sinon, les impacts du numérique en un seul chiffre, ça c'est le résumé. 3,7%. 3,7%, c'est les émissions à gaz à effet de serre. 3,7% des gaz à effet de serre dans le monde sont générés par le numérique. Donc c'est autant que l'aviation. Donc vous prenez tous les avions, le numérique pollue autant que l'aviation. Ça c'est un chiffre du Shift Project, donc qui est une étude très très sérieuse. Donc voilà, s'il y a un chiffre à retenir ce soir, c'est celui-ci. Et on voit que ça évolue très très vite, c'est exponentiel, parce que plus on va générer d'objets connectés par exemple, plus on va générer de gaz à effet de serre. Donc ça va très très vite. Il y a 5 ans, c'était aux alentours de 2, 2,5. Donc ça va très très vite. Que faire? Voilà. Donc, maintenant, j'ai terminé sur le constat. On va trouver maintenant des solutions un peu plus positives. J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance avec tous ces chiffres-là. Donc, que faire? L'objectif premier, ça va être d'allonger la durée de vie du matériel. Si on allonge la durée de vie du matériel, on va moins en fabriquer, et donc il y aura moins d'impacts environnementaux par la suite. Donc ça fait partie des bonnes pratiques aussi d'acheter des téléphones d'occasion ou recyclés.
Le but, c'est vraiment d'allonger la durée de vie du matériel et de ne pas le casser aussi. Ou sinon de le réparer aussi, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de réparer ces smartphones. Si on casse l'écran, et certains smartphones, on ne peut pas changer les écrans. Donc, faut faire attention quand on achète son matériel, à voir si c'est réparable. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, acheter du matériel reconditionné. Et c'est tout? Non. Ça va pas suffire. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi, qui est un paysan philosophe qui a écrit La sobriété heureuse, qui est un livre excellent. Et c'est ce principe-là de frugalité fonctionnelle, sobriété heureuse, qu'il va falloir appliquer à nos sites web. Moins il y aura de fonctionnalités sur un site web, moins ça va consommer. Ça paraît bête à dire, mais il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui ont énormément de fonctionnalités qui finalement ne servent pas à grand-chose. Pour prendre un exemple assez flagrant, fin des années 90, on voyait très souvent des sites internet avec la météo en dessous ou un compteur avec le nombre d'utilisateurs. Je grossis le trait pour bien comprendre. Ça, c'est des fonctionnalités totalement inutiles. Et donc, il va falloir appliquer ces mêmes concepts-là sur les sites actuellement. Frugalité fonctionnelle. Frugalité, je ne sais pas si c'est un terme très très connu. On parle souvent d'un repas frugal. Un repas frugal, c'est un repas qui nous suffit amplement, sans en avoir plus, sans être gourmand. Donc c'est le juste ce qu'il faut. Et il y a une excellente conférence aussi vous pouvez trouver sur internet, qui est la surcharge ficturale. Ficturale, c'est une fonctionnalité dans le web, c'est les développeurs qui parlent comme ça. Et la surcharge ficturale, c'est un jeu de mots que je trouve intéressant. Et donc l'éco-conception. Maintenant, on en vient à un sujet. L'éco-conception, donc c'est la réponse à ça, à cette problématique d'environnement. Petite définition. Donc l'éco-conception web est une démarche d'optimisation pour limiter l'impact environnemental d'un site web. Donc c'est vraiment de l'optimisation. On va faire mieux. C'est pas le but de faire moins bien. Quand on parle d'écologie, souvent on a tendance à dire on va faire moins bien. On est dans la décroissance. Là non, on va essayer de faire mieux. Et ce résultat est obtenu par la frugalité fonctionnelle, limiter la surcharge ficturale, et l'adoption de bonnes pratiques. Donc ce que je vous disais, faire moins, mais mieux, quoi. Par l'adoption de bonnes pratiques, je vais y revenir après, il y a des bonnes pratiques d'éco-conception qui sont souvent liées à la performance, des bonnes pratiques web en général. Outre cette recherche d'efficience, l'objectif est de permettre l'utilisation du service numérique sur les terminaux vieillissants afin de favoriser l'allongement de leur durée de vie. Je venais d'expliquer que donc on va essayer de favoriser l'allongement de la durée de vie du matériel. Et pour ça, en tant que développeur, on a un rôle. Si on fait un site extrêmement complexe, un terminal vieillissant, genre un iPhone 4, on aura du mal à aller sur le web sur des pages complexes. Aujourd'hui, on peut faire des pages intéressantes sur des iPhones, qu'on pourra utiliser sur des iPhone 4. Ça permet de... L'éco-conception web, c'est ce principe-là également. Donc il y a des référentiels pour les bonnes pratiques web qui sont, ce que je vous disais, un lien un peu à la performance. Il y a le Green Code Collab, donc ça c'est porté par le Green Code Lab. Ce sont des bonnes pratiques, ça s'appelle Collab parce que c'est collaboratif. C'est un wiki, vous pouvez aller dessus, mettre vos remarques. J'ai mesuré ça, c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est extrêmement collaboratif. Je vous conseille d'aller voir. Et il y a un autre bouquin qui est intéressant. Celui-ci, c'est la 2e édition. Il y a la 3e édition qui va sortir dans quelques jours, donc n'achetez pas la 2e édition. C'est sur les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. C'est Frédéric Bordage, greenIT.fr, peut-être que vous connaissez. C'est lui qui référencie toutes ces bonnes pratiques. Et pour débuter dans l'éco-conception, c'est quand même très très bien comme bouquin, c'est très très clair. Après, quand on veut approfondir, ça manque un petit peu de données, mais pour débuter, c'est vraiment très 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 pratique. Et j'en viens enfin au retour d'expérience. Donc j'ai pris un site internet, un site de la SAP Connectée. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc c'est la SAP Connectée. Alors c'est une série d'apéritifs pour personnes élégantes. C'est du networking. C'est tous les 3 mois, je crois. Tu me corriges, hein. Où les gens se rassemblent. Il y a à peu près 70 participants à chaque fois. Donc c'est un apéritif dans le but de créer des connexions entre chacun. C'est plutôt quelque chose avec une bonne ambiance. C'est assez sympa, c'est assez détourné. Donc merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé utiliser leur site et aussi de pouvoir en discuter aujourd'hui.
Donc voilà, le site, c'est un site WordPress pour le coup. Un site vraiment très très standard en fait. Un site avec un thème qui a été mis sur le site. Ils avaient des besoins à peu près spécifiques, donc c'est le pour pouvoir présenter un événement. Donc c'est le thème Event Star. Il y a un page builder qui est Elementor et l'hébergement c'est OVH. Donc on est vraiment sur du classique pour le coup. Et donc moi comment est-ce que je m'y suis pris? J'ai commencé par mesurer. La première chose c'est je vais mesurer, je vais faire vraiment un avant-après pour voir les différences obtenues par la suite. Quels sont les leviers qui étaient intéressants au niveau des éco-conceptions web. Donc la première mesure, je l'ai effectuée avec GTmetrix. GTmetrix, c'est un outil en ligne, donc c'est gtmetrix.com, je pense. C'est très très simple, hein. Vous prenez l'URL de votre site, vous le copiez sur le GTmetrix, après ça mouline pendant une petite minute et ça vous sort des résultats. Différentes stats, dont le poids de la page, le nombre de requêtes et la vitesse d'affichage. Et après, il y a d'autres bonnes pratiques, je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Le poids de la page, forcément, plus c'est lourd, plus ça va ralentir le site, mais plus ça va prendre d'espace, plus ça va solliciter le réseau. Donc ça, c'est important que ce soit assez light. Le nombre de requêtes, là c'est le nombre entre votre terminal, entre votre smartphone et le réseau. Plus il y a de requêtes, plus ça va demander au réseau des efforts, et moins c'est pertinent. Et la vitesse d'affichage, ça c'est une métrique qui va permettre de voir si vous utilisez tous les niveaux de cache de votre site internet. Euh, Ensuite, je vais mesurer le nombre d'éléments du DOM, donc c'est le nombre de balises HTML. Et plus il y en a, plus le site est complexe, plus ça va être compliqué de pouvoir lire, d'utiliser le site internet sur un smartphone vieillissant. Donc pour pouvoir calculer ce nombre d'éléments du DOM, je vais par exemple sur la page DevTools, enfin, vous avez votre site internet, vous utilisez le DevTools et vous allez sur la partie console, vous tapez ça, donc c'est le getElement by tagname sur le document, vous les mettez tous et ça vous sort directement le résultat. Ici c'est 254, donc 254 éléments du DOM. Ensuite, deux autres outils qui sont complémentaires, c'est l'estimation de gaz à effet de serre. Donc il y a EcoIndex, donc là c'est encore le greenIT.fr qui propose cet outil-là. Vous copiez-collez l'URL de votre site et ça vous sort une estimation en CO2, du gaz à effet de serre de la page de votre site web. Website Carbon, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un algorithme totalement différent. EcoIndex va prendre, alors de mémoire, hein, je crois que c'est la complexité HTML, le nombre d'éléments du DOM, la vitesse d'affichage et le poids de la page. Voilà, uniquement ces trois variables-là. Et Website Carbon va favoriser les serveurs, les hébergements green. Donc c'est un autre algorithme qui est totalement différent. Donc on obtient des chiffres totalement différents. Et enfin, Green Spector, qui est une société nantaise, qui mesure la consommation d'électricité uniquement sur le terminal. Alors, on ne mesure pas l'impact environnemental en mesurant l'électricité sur le terminal. C'est deux choses totalement différentes. Malgré tout, ça reste très très intéressant pour pouvoir suivre l'évolution d'un site web. On voit l'électricité, et puis d'un seul coup, si on voit un pic de consommation d'électricité, on se dit, oh là, il y a un problème quelque part. Et donc après, c'est là qu'il va falloir aller chercher. C'est juste un outil pragmatique, et c'est pas comme ça qu'on va calculer l'impact environnemental. Ça, c'est une précision importante. Donc voilà, donc on fait toutes ces mesures-là. Donc moi, je les ai mis sur ce tableau-là. Donc la SAP connectée, c'est principalement 4 templates. Donc la page d'accueil, la page concept, une page de listing Remember qui va permettre de voir le listing des soirées, et ensuite la page liée aux soirées avec toutes les photos de la soirée. Donc on voit que, par exemple pour la page d'accueil, si je décortique un petit peu, 5,7 mégas, c'est quand même assez important. Un site convenable, on va dire que c'est un méga 5, donc là on est quand même bien au-dessus. C'est une page assez complexe avec presque 800 éléments. Voilà. Globalement, tout est assez important sur le site, et je vais vous expliquer après pourquoi.
par exemple 8 secondes pour afficher le site, là c'est vraiment beaucoup. Et on peut voir les gaz à effet de serre. Je vous expliquais, là, il y a deux algorithmes totalement différents. Donc on passe de 2,5 grammes de CO2, d'équivalent CO2 sur la page, et l'autre, Website Carbon, qui est à 11,31. Donc c'est deux chiffres totalement délirants si on les compare l'un à l'autre. Mais par contre, ça va nous donner une tendance. Quand on va améliorer les choses, on va voir si ça baisse, si ça augmente. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là. Pareil pour la consommation d'électricité. Et donc après, on va avoir trois types d'audits, un sur les fonctionnalités, un qui sera plus technique et un autre sur le contenu. Donc pour commencer sur les fonctionnalités, donc voilà le site, la première page c'est un slider, donc il n'y a qu'une seule image, donc le slider il va boucler forcément, toutes les 3 secondes il va essayer de changer d'image, puis il va s'apercevoir il n'y a qu'une seule image, donc il y a ce compteur là qui va tourner en fond pour rien. Et l'image full screen, donc ça prend donc, tout l'écran. Pour le coup, c'est un petit peu lourd, mais pour la SAP connectée, moi je trouvais ça intéressant parce que c'est quand même un événement où il y a la bonne humeur, c'est un événement qui est très humain. Et donc les images qu'ils proposent sont hyper pertinentes. Donc je pense que c'est intéressant de conserver cette image full screen pour ce site-là. C'est pas vrai pour tous les sites. Ensuite, si je descends sur la page d'accueil, on a cette partie-là qui présente un peu plus la soirée, donc du texte. Ça paraît assez léger, sauf qu'il y a quand même des animations pour afficher cette partie-là. C'est des animations qui apparaissent comme ça, c'est assez tendance. Mais plus il y a d'animations, plus ça va prendre du processeur sur votre terminal. Donc ça, on essaye d'éviter. Sur un iPhone 4, voir ces animations-là, c'est assez compliqué. Donc on va essayer de mieux maîtriser toutes les animations, parce que là il y en avait énormément sur tous les blocs de texte, il y avait une animation. Ensuite, toujours sur la page d'accueil, on a la photo, une photo par participant, et à peu près entre 70 et 75 participants, donc il y a autant de photos. Donc c'est quand même assez lourd quoi, pour le coup. Donc ce que moi j'ai proposé à la SAP, c'est d'afficher uniquement 5-6 photos et ensuite faire un bouton Read More, voilà, afficher tous les participants, et au clic sur ce bouton là on va afficher donc tous les participants. Mais le but c'est d'alléger la page, d'en afficher que 5 ou 6 au départ et de ne pas charger tout le reste, le charger uniquement à la demande. Ensuite, donc tout ça c'est dans le but d'alléger les fonctionnalités. Là ici c'est la partie Eventbrite. Donc c'est ici qu'on va s'inscrire pour participer à l'événement. Donc ça utilise Eventbrite qui est quand même assez lourd. C'est une iframe. Iframe ça veut dire que c'est une page web depuis Eventbrite, sur les serveurs d'Eventbrite, qui est intégrée à la page de la SAP connectée. Donc c'est une iframe qui est quand même assez lourde, elle fait 1,5 déjà, donc c'est intégré en plus de la page. Là ici, bon, c'est un peu dommage parce que l'événement était terminé, j'avais pas la main pour pouvoir modifier cette partie-là, mais sinon c'est vraiment un formulaire très très simple d'inscription. Et une fois qu'on a rempli ce formulaire d'inscription, il faut payer. Donc pour aller à la SAP connectée, c'est 5 € plus les frais de transaction bancaire. Donc j'ai demandé à la SAP connectée si on pouvait enlever cette transaction bancaire, parce que si on enlève une fonctionnalité, forcément il y a moins d'impact. Voilà, c'est une proposition que j'ai faite à la SAP connectée. Ça a été refusé parce qu'ils ont des frais, forcément. Parce ils payent un verre et il y a un buffet, donc ça se conçoit tout à fait, mais dans le but de limiter la couverture fonctionnelle, je voulais quand même faire cette proposition. Ensuite, donc il y a une iframe, de nouveau, avec Google Maps. C'est assez fréquent de voir ça sur les sites web. Donc là, sur la page d'accueil, qui est quand même la page la plus visitée, on a cette iframe qui est très lourde, qu'on peut utiliser, on peut faire un itinéraire, etc. Donc pour alléger cette fonctionnalité-là, déjà je voulais passer sur OpenStreetMap, qui est totalement open source, et puis, enfin pas open source, qui est libre, et ça permet aussi de gérer des images, donc uniquement avoir une image du plan, plutôt que d'avoir une iframe où on peut naviguer dessus, ce sera beaucoup plus léger. Et on peut stocker cette image-là sur un autre serveur, et on peut aussi la traiter pour pouvoir l'optimiser, pour qu'elle soit plus légère. Donc il y a beaucoup à gagner sur ces parties
de cartes. Donc on va en reparler un petit peu après, je vais vous expliquer comment ce que j'ai fait. La page listing des soirées, là c'est pareil, l'image ici, donc je crois qu'il y avait trois soirées d'affichées, et c'était une image qui était énorme. Donc ça n'a pas tellement de sens juste pour lister les soirées. Donc ce que j'ai proposé, c'est de l'afficher sur 2 ou 3 colonnes pour pouvoir réduire automatiquement la largeur de l'image et permettre que ce soit plus léger. Et enfin, donc la page soirée, donc il y a deux captures. Ici, c'est un formulaire pour pouvoir poster un commentaire. C'était pas utilisé, donc là j'ai proposé directement de l'enlever, ce qui a été accepté. Et puis ensuite, il y a un listing d'une 50aine d'images. Alors là, je me suis dit, ah, c'est quand même assez lourd, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le réduis? Est-ce que je réduis pas? Et donc j'ai regardé, et en traitant les images, on arrive quand même bien optimisé. Et vu que c'est quand même hyper qualitatif comme photo, je dis pas ça parce que tu es là, parce que vous êtes là, mais ça a du sens en fait, c'est vraiment, il y a un sens artistique à ces images-là, elles sont pertinentes, c'est pas comme si c'était des images floues, voilà. Donc c'est sympa pour ceux qui ont participé aux soirées d'avoir ces images-là par la suite. Donc j'ai dit ok, on garde, et par contre on enlève les commentaires. La partie technique maintenant, donc c'est un site WordPress. Site WordPress, ça ne me pose aucun problème. On peut faire des sites très performants et éco-conçus sur WordPress, ça ne pose pas de problème. Ensuite, il faut faire très attention au thème, et c'est là-dessus que souvent le bas blesse. Et ensuite, ça utilise Elementor comme Divi, qui sont des pages builders. Là, c'est pas top dans le sens où c'est hyper verbeux. Donc ça va générer un code très complexe, ça va rajouter du poids à la page, et par expérience, quand on laisse ça à un client, enfin à quelqu'un qui va manipuler son site, il va faire des choses qui sont pas forcément très très artistiques. Donc moi je préfère utiliser le Gutenberg, qui est le nouvel éditeur de WordPress, pour pouvoir cadrer un petit peu mieux le client, cadrer un petit peu mieux la technique, parce que donc on va avoir un bloc Gutenberg par fonctionnalité. Donc pour une fonctionnalité, il y a juste à mettre les champs. Le client il est content parce qu'il a sa fonctionnalité. Et puis moi en tant que développeur, je suis content aussi parce que je maîtrise beaucoup mieux ce qui va s'afficher sur le site après. Donc là, moi je vote pour l'approche Gutenberg et Elementor et Divi beaucoup moins. Enfin, je suis pas très très fan de cette approche-là. Ensuite, donc j'ai commencé à regarder le code source qui a été généré. Donc j'ai pris la page, j'ai regardé directement. Donc il y a plusieurs choses qui étaient un peu moyen. Là il y a du style inline avec WooCommerce. WooCommerce c'est un plugin pour faire du e-commerce, sachant qu'il n'y a pas du tout de e-commerce sur le site de la SAP connectée. Donc ça n'avait pas trop de sens, je n'ai pas compris pourquoi. On voit aussi que le site il était en américain. Pour un site français, au niveau référencement, c'est plutôt moyen. Et directement dans le code source, on pouvait voir aussi qu'il y avait les emojis, il y avait une version jQuery qui était assez ancienne. Et après, c'est un peu plus technique, mais les fichiers HTML, JS, CSS qui ne sont pas regroupés, qui ne sont pas minifiés aussi. Donc là, il y a un levier aussi assez intéressant à actionner. GTmetrix, on le retrouve. Donc ça nous donne les mesures. Vous vous souvenez au début, on a fait le poids de la page, on a fait la vitesse d'affichage. Et ça nous sort aussi cette partie-là, qui permet de voir que sur les premières parties, là c'est vraiment, il y a 0%, donc c'est la pire note qu'on puisse avoir. Et donc on a des images qui ne sont pas du tout optimisées, qui ne sont pas vraiment à la bonne taille, donc ça c'est un problème lié au thème aussi. Et il n'y a pas de cache d'activer. Le cache, c'est une notion que vous connaissez ou j'explique? Ok. Donc pour ces parties-là, sur WordPress c'est quand même assez simple. On peut mettre des plugins. Donc il y en a plusieurs. Il y a WP Rocket, W3 Total Cache ou WP Super Cache. Il y a plusieurs plugins qui permettent de générer du cache assez facilement. Il y a des tutos aussi pour mettre en place ces plugins-là. Donc il faut le faire parce que c'est quand même le site va s'afficher beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement surtout. Et il y aura plus de performance, plus de SEO. Enfin, globalement, il y a tout à gagner à utiliser ces plugins-là. Et il y a des plugins aussi pour les photos, qui sont les problèmes au début, tels que Imagify ou TinyPNG,
c'est des plugins, pareil, c'est assez facile à mettre en place. Il faut le faire. Euh, Ensuite, un autre outil, Unuse CSS. Pareil, hein, on va sur le site de Unuse CSS, on copie-colle l'URL de son site, ça mouline et ça sort des stats. Donc pour chaque fichier CSS, ça nous dit quelle est la partie qui est utilisée, enfin quel est le pourcentage qui est utilisé et quel est le pourcentage qui n'est pas utilisé. Et donc globalement, on était à 95% du CSS qui n'était pas utilisé sur ce site. Ce qui est assez fréquent, mine de rien. Surtout quand on utilise les thèmes WordPress, qui sont les thèmes tout faits. L'hébergeur, l'hébergeur, on en a parlé un petit peu. Donc, ils utilisent OVH, qui n'est pas vraiment un hébergeur hyper green. Ils ont une page où ils disent un petit peu green, mais ils s'axent pas trop là-dessus, parce que être green, c'est plus que ce qu'ils racontent en tout cas. Donc, il y a le fait d'utiliser une énergie verte, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique par exemple. Et un hébergeur green, c'est également du refroidissement naturel. Donc on va essayer d'utiliser la température, enfin l'air extérieur pour pouvoir refroidir les chambres où il y a les serveurs. Donc ça, ce sont des principes green qui ne sont pas utilisés par OVH. Je vous ai listé Planet Hoster, Infomaniac et GreenShift, qui sont des hébergeurs vraiment green. Moi, pour ma part, j'utilise Infomaniac et c'est pas plus cher que OVH et ça marche super bien. Donc je vous conseille d'utiliser ces hébergeurs-là pour avoir des sites plus vertueux. Ensuite, je regarde la conformité HTML avec W3C, qui est le consortium qui rédige les règles HTML. Qu'on pouvait voir sur la page d'accueil du site de la SAP, qu'il n'y avait pas de balise H1, qui est la balise titre du site. Donc ça pose des problèmes de référencement. Pas tellement en termes d'éco-conception, véritablement, mais... Ensuite, il y avait des problèmes d'intégration sur le menu mobile. Le texte était blanc sur un fond blanc, donc c'est pas facile à exploiter. Mais par contre, il fonctionne. Moi, je l'ai testé sur un iPhone 4. On peut l'utiliser, ça marche à peu près, quoi. Et par contre, il y a des erreurs W3C, il y a 7 erreurs W3C. Axe, qui est un autre outil, lui, c'est plus sur l'accessibilité. On va faire en sorte que le site soit le plus accessible possible aux différents types d'handicap. Pas trop faire de focus ce soir dessus. Et le troisième type d'audit, qui est l'audit de contenu, on va aller à la recherche de pages zombies. Ce sont des pages qui n'ont pas trop lieu d'être dans le site. Il y a par exemple la page non classée, qui est la page listing des actualités par défaut sous WordPress. Donc là, c'est une page qu'on pouvait retrouver sur ce site-là. Mais si on utilise le menu, on ne peut pas naviguer et puis arriver sur cette page-là. C'est une page qui n'existe, mais qui n'est pas exploitée par la suite. Pour rechercher ces pages zombies, on va essayer de lister toutes les pages du site. Et pour ça, il y a une commande sur Google qui est site : et le nom du site. Et ça va lister toutes les pages qui sont référencées sur ce site. Donc il y avait plusieurs pages qui étaient référencées pour le coup, et qui n'avaient pas lieu d'être. Ensuite, la page réglementation. Donc là, le but, c'est de regarder si tout est réglementaire au niveau des cookies, au niveau RGPD, au niveau crédit photo, au niveau mention légale. Voilà. On sort un petit peu du cadre d'éco-conception, mais c'est comme la sécurité en fait. On profite de l'audit pour essayer de tout superviser, faire un audit le plus complet possible. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis un chat, hein, je sais pas. Donc voilà, une fois cet audit réalisé, je suis retourné voir les responsables de la SAP, et puis après on a discuté, et donc on a pris les décisions pour pouvoir améliorer, pour que le site soit plus éco-conçu. Et donc la première décision, ça a été de retirer le thème et de partir sur le thème 2019, qui est le thème par défaut maintenant, qui intègre Gutenberg nativement. Parce que c'est un thème qui est beaucoup plus épuré, avec une complexité technique beaucoup moindre, donc qui est beaucoup plus rapide et qui est beaucoup mieux conçu pour faire des choses assez simples au final. Donc j'ai pris ce thème-là. J'en ai fait un thème enfant parce que j'allais un petit peu le tripatouiller aussi, mais à la limite c'est même pas obligé. Et après j'ai reparti.
j'ai repris point par point ce que j'ai évoqué avant. Donc pour les participants, donc voilà, j'en affiche que 5 avec un bouton, read more, voir tous les participants. Alors là, je vais peut-être m'adresser plus aux développeurs par la suite, mais enfin pour cette partie-là, en tout cas pour les participants, donc j'ai listé les 5, ça je les ai affichés, j'ai affiché les images des 5 participants, et par la suite, toujours dans ce bloc-là, j'ai généré un JSON. Dans le JSON, par participant, j'ai trois variables, donc le titre, titre de la personne, ensuite le lien vers l'image, et ensuite sa fonction. La fonction, donc c'est moi je suis web développeur, voilà, c'était ça qui s'affichait. Donc j'ai ça, c'est intégré directement dans mon code source de ma page. Et ensuite, au clic du bouton, je boucle, fais un for each sur tous les participants. Les participants, donc c'est ma variable qui était avant, et je vais recréer après tous les éléments. Donc en JavaScript, donc dans un H3, je vais mettre le titre, donc le nom de la personne. Après, je vais créer une image où je vais mettre la source de l'image. Je vais mettre un attribut alt, je vais mettre le title, le nom de la personne, que je vais intégrer dans un div. L'image, je la mets dans un div. Dans un P, je vais mettre la fonction de la personne. Et tout ça, je recrée un div pour remettre ces 3 éléments-là. Et tous les éléments, tous les participants, je boucle dessus. Et tout ça, je les mets dans mon élément, dans mon conteneur participant. Donc tout ça, c'est créé sans jQuery, sans Bootstrap, qui sont des librairies quand même assez lourdes. Et on peut s'en passer, quoi. Je pense que s'il y a une chose aussi à retenir pour les développeurs, c'est essayer de vous passer de jQuery et Bootstrap. Vous allez pouvoir faire des sites beaucoup plus légers. Donc voilà, je vous montrerai après le résultat, le site, à la fin, ce que ça donne. Donc pour les inscriptions, vous vous souvenez, c'était l'iframe Eventbrite. Donc plutôt que d'afficher directement l'iframe, il y a un bouton s'inscrire. Et quand on s'inscrit, même chose que tout à l'heure, on va créer un élément iframe, on va mettre l'URL et ensuite on affiche directement l'iframe dans son conteneur. Donc ça permet au premier affichage de ne pas avoir l'iframe qui s'affiche, de s'alléger d'un méga 5, et donc on affiche la possibilité de s'inscrire uniquement si l'utilisateur le demande. Pour la carte, c'est un petit peu la même chose, encore une fois. Donc c'est OpenStreetMap qui permet de générer une image statique. Je vous ai mis l'adresse, je crois. Donc voilà, c'est l'API OSM. Non, je ne l'ai pas mis. Voilà, donc voilà, ça génère juste une image statique directement avec le picto voilà, ici, qui est au bon endroit, sur le bar aura lieu l'événement. Donc ça, c'est un custom block Gutenberg. On renseigne juste dans l'admin l'adresse et ça génère automatiquement la bonne carte. C'est pas une carte qu'on va importer, hein, c'est vraiment la carte qui est générée depuis l'interface d'administration. Et ça, dans le niveau du code, pour les développeurs, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, pour le coup, mais donc il y a différentes tailles d'images de la carte pour pouvoir s'adapter aux différents devices, pour pouvoir gérer un source set de manière intéressante. Et les autres actions, donc là je vais aller un peu plus vite parce que c'est vraiment lié à de la performance. Retirer les fonctionnalités de commentaires. Quand il n'y en a pas besoin, on peut retirer dans WordPress les fonctionnalités de commentaires. On retire les fonctionnalités d'emoji, on bloque les différentes tâches cron qui permettent de vérifier si le site il est à jour. Il y a différentes tâches cron qui sont lancées automatiquement dans WordPress. Ça c'est pareil, on peut s'en passer et puis le gérer de manière différente. L'optimisation des images, donc là je vais utiliser, non je crois que j'ai utilisé en local, c'est image opt-in, donc j'ai pris toutes les images et je les ai optimisées et je les ai remises après sur le serveur. Mais il y a des plugins qui le font très bien également. J'ai mis en place du cache avec WP Total Cache. Le lazy load, ça permet de charger les images au fur et à mesure que l'internaute scroll. Quand on descend dans la page, ça va charger les images uniquement quand il y a besoin en fait. Quand c'est sous la ligne de flottaison, les images ne sont pas chargées, ce qui permet d'économiser de la bande passante. Minifier le code HTML, JS et CSS. Et enfin, donc, j'utilise Infomaniac comme hébergeur. Voilà.
Les autres actions, encore. J'ai limité les animations CSS et JavaScript. J'ai listé donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, au lieu d'afficher une image de la soirée pleine largeur, je les affiche sur 3 colonnes pour les avoir plus petites. Et donc je me suis astreint à ne pas utiliser jQuery et Bootstrap. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, on a remesuré. Donc c'est là que ça devient un peu intéressant. Donc le poids de la page, on est passé, pour les mêmes fonctionnalités au final, hein, on est passé du 5,7 mégas à 0,65. Donc on a divisé, enfin le site c'est assez impressionnant. Pour les mêmes fonctionnalités, le site est carrément plus léger. La complexité HTML est beaucoup plus sobre. Le nombre de requêtes aussi, il n'y a plus que 9 requêtes alors qu'il y en avait 127 avant. Le site il s'affiche en 0,4 secondes au lieu de 8 secondes. Alors 0,4 secondes, j'exagère un petit peu parce que j'ai fait plusieurs fois le test et quand je suis arrivé sur 0,4 j'étais content, mais globalement c'est entre 0,4 et 1 seconde, donc ce qui est quand même très bien. On voit aussi qu'en termes d'impact en CO2, là c'est assez intéressant aussi, on divise par 2 ou sinon on passe de 11 à 0,65. Et la consommation d'électricité est pratiquement divisée par 2 aussi. Donc on a un site beaucoup plus sobre, beaucoup plus performant aussi, beaucoup plus efficient. Ça c'est la page GTmetrix. Donc page speed score, c'est la performance ça c'est un outil vraiment de performance, hein. Performance Google, on est à 100%. Et YSlow, c'est le même outil mais par Yahoo, alors 95%. Il me manque 5% parce que Yahoo préconise d'utiliser un CDN. CDN, c'est le fait de pouvoir répartir un peu sur toute la planète vos images. Donc il y a plusieurs serveurs qui sont donc répartis sur toute la planète avec vos images. Et si vous êtes en Australie, pour consulter le site, ça ne va pas aller jusqu'à Paris pour aller chercher l'image et revenir ensuite en Australie, ça va aller au serveur le plus proche. Donc pour un site comme la SAP connectée où le public est principalement nantais, ça n'a aucun sens de mettre un CDN. Ensuite, et donc voilà, les résultats, j'en arrive à la conclusion. Côté client, donc ça nécessite moins de ressources, c'est plus propice à fonctionner sur les terminaux vieillissants, donc type un iPhone 4. Je prends iPhone parce qu'on sait exactement où ce qu'on en est. Si je prends le milieu Android, c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas trop où ce qu'on en est. C'est pour ça iPhone, c'est plus facile à visualiser. Côté hébergement, donc c'est Green. The Green Web Foundation, je n'en ai pas parlé je crois. C'est un outil, pareil on met son URL et directement on sait si l'hébergeur il est green ou non. C'est The Green Web Foundation qui propose cet outil-là. Et enfin côté réseau, donc c'est une page plus légère, donc moins de sollicitations. Donc on y gagne aussi de ce côté-là. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Le plugin là d'optimisation des images, ouais. Il y a un paramétrage fin qui permet de ne pas être destructif sur la compression, parce que c'est ça en fait le risque, c'est que des fois tu compresses un peu trop et après tu as une pixelisation qui apparaît. Ouais, sur Imagify, on peut il y a 3 niveaux je crois. Alors ça dépend des plugins, hein. Mais sur Imagify il y a 3 niveaux de compression. Et je sais que pour toi c'est important, mais donc ça fonctionne bien. Moi j'utilise Image Opt-in. Là aussi on peut vraiment mesurer. Sur TinyPNG par exemple, il n'y a pas de, on dit pas. On dit juste je veux optimiser. Voilà. Tous les plugins là, ils compressent les images mais ils les resize pas. Donc tu as une image en 4K qui a été uploadée par un client, elle va perdre en poids mais en fait elle va jamais changer en 4K quoi qu'il arrive, mais en fait ça les resize pas. Alors si, parce que c'est pour ce thème-là, les images elles sont redimensionnées pour ce thème. Ok, donc c'est ouais. Ok, cool. Oui. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a encore le problème alors qu'on voit que c'est. Enfin, tu as réussi à avoir autant de différences, alors que c'est clairement lié aux performances et à l'optimisation, et que chaque développeur a envie d'avoir encore un code développé, enfin, un code propre, performant et optimisé, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a encore ce problème alors que c'est clairement de l'optimisation?
c'est pas que de l'optimisation, il y a aussi une grosse part de fonctionnel. J'ai retiré des iframes, j'ai retiré toutes les photos des participants, enfin j'en ai gardé que 5 sur les 70. Donc il y a une grosse partie, l'éco-conception, c'est surtout cette partie-là. C'est ça qui fait la différence entre la performance et l'éco-conception. Il y a des bonnes pratiques qui sont liées à la performance, mais pas que. Il y a aussi cette approche fonctionnelle, d'avoir une couverture fonctionnelle assez sobre. Mais après, pour répondre à ta question, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce que les sites ne sont pas tous comme ça? Alors c'est lié au thème. Le thème WordPress, c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont obligés pour pouvoir être populaires, d'avoir un effet waouh très 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 fort avec des sliders, avec des images importantes, des belles images. Et donc ça forcément c'est assez complexe et assez verbeux aussi. C'est vendu aussi pour des non-développeurs. Oui, vendu pour des non-développeurs. Mais on peut faire des sites très sympas avec le thème par défaut de WordPress. Donc c'est pas une vraie excuse non plus, quoi. Il y a des efforts à faire, même si je comprends parfaitement qu'il faut un effet waouh derrière, quoi. Et si un site il a besoin de fonctionnalités, c'est obligatoire, c'est parce que c'est ça qui lui ramène de l'argent. Ouais. Comment on fait quand c'est pas trop green, quoi? Bah, là, je l'ai fait pour les pages. Il n'y a pas les résultats, mais les résultats sont très très bons aussi sur le listing des soirées où il y a pratiquement 60 photos. Et le site il s'affiche très très bien aussi. Donc on peut trouver des compromis, oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire des vraies fonctionnalités où il y a beaucoup de JS et tout. Bah, s'il y en a besoin, on le fait. Ouais. Ouais. Ok. Mais s'il faut du JS, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser jQuery par exemple. Ouais. Voilà. Et ça existe le lazy loading sur les iframes. Maintenant, c'est en train de devenir natif sur Chrome. Nativement, le lazy load on pourra le mettre en place. Ce sera natif. Alors, je n'ai pas trop regardé si c'était W3C qui avait amorcé ça ou si c'est que Google qui avait mis ça en place. Ça, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Et si à la place des images, il y avait eu des vidéos, tu aurais fait quoi? Vidéo, la bonne pratique. Alors, le YouTube fonctionne relativement bien parce que ça va s'adapter au débit qu'a l'internaute. Donc si l'internaute a un débit assez faible, ça va prendre une qualité assez médiocre. Et l'autre bonne pratique, c'est aussi de ne pas charger l'image et puis de lire directement la vidéo, d'attendre que l'utilisateur appuie sur play. Une autre bonne pratique, ce serait d'utiliser une image, afficher uniquement l'image, et après, au clic sur l'image, charger le player et ensuite la vidéo. On pourrait charger ça dans une modale, par exemple, dans une pop-up. C'est également des bonnes pratiques. Après, on partait de loin, parce qu'il n'a jamais été optimisé, en fait, ce site-là. Ouais. Pour le coup, il y avait un template qui avait été choisi comme ça, il fallait démarrer vite. Et il n'y a eu aucun travail SEO de fait dessus. On s'est toujours dit qu'on ferait ça un peu plus tard. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait de la marge de manœuvre. Ouais, mais c'est assez fréquent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé sur c'est pour ça aussi que j'ai choisi la salle connectée. C'est quelque chose d'assez standard, quoi. Un groupe de personnes, ils veulent mettre en place un site internet assez rapidement, pas des grandes compétences ou pas forcément le temps. Donc on prend un thème pour aller plus vite et puis ça correspond à un besoin assez lambda pour des sites WordPress. Donc c'est comme sujet de travail, moi c'est intéressant pour moi. Merci encore. Merci. Qu'est-ce que tu avais, Camille? Moi ça c'est à vous, hein. Après moi je peux pas faire. Moi je l'avais déjà dit.